Premier type de diagnostic, le diagnostic externe. Quel est l'objectif du diagnostic externe? Eh bien, c'est de construire une représentation de l'environnement qui va permettre de repérer deux choses: les menaces et les opportunités. Une menace, c'est une évolution de l'environnement au sens large qui va menacer la position concurrentielle de l'entreprise. Qu'appelle-t-on une évolution au sens large? Eh bien, cela signifie une menace qui peut venir soit d'un environnement proche, soit d'un environnement lointain. Une menace proche, c'était l'exemple du boulanger qui voit un nouveau concurrent s'installer dans sa zone de chalandise. Mais une menace lointaine, cela signifie que un événement arrive dans un secteur, mais qu'à moyen terme, cet événement peut avoir de l'impact sur notre secteur. Ainsi, quand le secteur de la construction est en crise, à moyen terme, cela peut avoir un impact sur le marché de l'ameublement. Pourquoi? Moins de construction, moins de logements, cela signifie naturellement moins d'achats d'ameublement. À côté de ces menaces, on a parlé d'opportunités. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont également des évolutions de l'environnement au sens large qui permettent par contre cette fois à l'entreprise de conforter ou de développer sa position concurrentielle. Ce sont en quelque sorte de bonnes nouvelles qui viennent de l'environnement. Exemple de telles opportunités: si mon entreprise fabrique des détecteurs de fumée, le fait que l'État oblige les propriétaires à installer de tels détecteurs est évidemment une bonne nouvelle ou une opportunité pour mon entreprise. Autre exemple, le fait que le climat se réchauffe, le fait que les étés deviennent plus chauds, c'est une opportunité pour moi si je fabrique ou je commercialise des glaces. On se rend donc compte que ces menaces et ces opportunités peuvent provenir de l'ensemble du marché, de l'ensemble du secteur, voire même de l'ensemble du fonctionnement de la société. Pour retrouver ces menaces et ces opportunités, comment va-t-on procéder? Eh bien, on utilise la plupart du temps un outil ou un modèle qui s'appelle le modèle des forces de la concurrence, qui a été développé au départ par Michael Porter. Ce qui est important avant de s'intéresser à ces différentes forces, c'est de savoir de quoi on parle. Cela signifie quoi une force? Eh bien, une force, cela doit être vu au sens physique du terme. Une force, c'est quelque chose qui va m'empêcher ou au contraire m'aider à faire quelque chose. Dans la concurrence, ça signifie quoi? Eh bien, quand une force de la concurrence va être importante, il sera plus difficile pour mon entreprise d'être compétitive. À l'inverse, moins la force sera importante, plus il sera facile d'être compétitif. Ce modèle des forces de la concurrence comprend 6 forces différentes. On parle souvent de 5 forces plus une. Quelles sont ces 5 forces plus une? La première, c'est l'intensité de la concurrence à l'intérieur du secteur. La deuxième force, c'est le pouvoir de négociation
des fournisseurs. La troisième, le pouvoir de négociation des clients. La quatrième, la menace de nouveaux entrants sur le secteur. La cinquième, la menace des produits de substitution. Et la 5 plus unième, la sixième force, c'est ce que l'on va appeler le macro-environnement. Le macro-environnement, c'est tout ce qui se passe en dehors de notre secteur, mais qui peut avoir néanmoins une influence sur notre secteur. On a déjà vu des exemples tout à l'heure. Si je suis marchand de glace ou si mon entreprise fabrique des glaces, eh bien l'évolution du climat est quelque chose qu'évidemment je ne maîtrise pas, mais qui a un impact sur le volume de mes ventes ou sur l'évolution de mon chiffre d'affaires. Pour décrire l'impact de ce macro-environnement, on utilise un modèle qui s'appelle le PESTEL. Le PESTEL va nous permettre justement de repérer toutes les sortes d'évolutions de l'environnement au sens large, c'est-à-dire du macro-environnement, qui peuvent avoir un impact sur notre secteur. P signifie politique. Ce sont des variables politiques. Autrement dit, des choix politiques qui peuvent avoir un impact sur notre activité. Le E est pour économique. Changement dans la situation économique qui a des impacts sur nous. S est pour social ou sociétal. Des changements de la société. T est pour technologie. Changement technologique et innovation. E est pour environnement, variable environnementale. Et L est pour législation, autrement dit l'évolution de la loi qui va également avoir un impact sur notre activité. Donc, étudier le macro-environnement d'un secteur, c'est s'intéresser finalement à toutes ces variables et se demander si ces variables peuvent avoir un impact positif ou négatif sur notre activité. Pour étudier ce PESTEL, nous allons prendre l'exemple d'un secteur qui est le secteur des fast-foods. Quelles sont les variables qui peuvent impacter ce secteur des fast-foods? Commençons par le premier, les facteurs politiques. Quelles sont les variables politiques qui vont influencer le marché des fast-foods? Eh bien, par exemple, on considère souvent que les fast-foods sont une sorte d'émanation des entreprises américaines. Et l'anti-américanisme va avoir des conséquences en termes de consommation de fast-food. On se souvient, il y a quelques années, de la mise à sac de restaurants McDonald's par des agriculteurs français. Deuxième dimension, la dimension économique. En quoi la dimension économique, en quoi l'économie peut-elle influencer le marché des fast-foods? Eh bien, paradoxalement, les fast-foods sont un marché qu'on appelle contracyclique. C'est-à-dire qu'il évolue de façon inverse à l'évolution de l'économie. Autrement dit, plus il y a de crise, ce qui est le cas actuellement, plus paradoxalement le marché des fast-foods est favorisé parce que les repas sont jugés peu chers et donc que les personnes ayant moins d'argent vont se tourner vers les fast-foods. Troisième facteur, le facteur social, sociologique ou sociétal. Quels sont les facteurs sociétaux qui vont influencer justement le choix des fast-foods? Deux facteurs. Par exemple, le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les fast-foods.
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on sait que les fast-foods sont plutôt fréquentés par des jeunes. Deuxième facteur, l'idée que aujourd'hui, dans la société, on pense que se nourrir bien, se nourrir de façon saine est importante. Et l'idée qu'il faut que nous mangions de façon saine peut ne pas être une bonne nouvelle pour les fast-foods qui sont souvent assimilés à de la nourriture mauvaise pour la santé. Quatrième facteur, le facteur technologique. En quoi la technologie peut influencer le marché des fast-foods? Eh bien, on peut citer l'évolution récente et la capacité qu'on a aujourd'hui à utiliser des sites de commerce électronique. On se rend compte que depuis peu, McDonald's propose à ses clients de réaliser des commandes directement par Internet, ce qui peut avoir un impact positif sur son chiffre d'affaires. Le facteur suivant est le facteur écologique. En quoi le facteur écologique peut avoir de l'influence sur la consommation de fast-food? Eh bien, par exemple, parce que l'on considère que les fast-foods ne respectent pas l'environnement et les fast-foods sont en quelque sorte assimilés à une dégradation de cet environnement. Par exemple, suite à l'utilisation d'emballages qui sont peu biodégradables et donc qui finalement sont susceptibles de polluer l'environnement. Enfin, dernier facteur, les facteurs légaux, le L de Pestel, va également avoir un impact sur la consommation des fast-foods. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles liées à la sécurité alimentaire qui, paradoxalement, peuvent être une bonne nouvelle. Pourquoi? Eh bien parce que la traçabilité des aliments au sein des fast-foods est normalement très forte, ce qui permet aux fast-foods de dire que la nourriture servie dans ces restaurants est a priori traçable et de bonne qualité. Deuxième force, ou première des 5 forces de la concurrence, l'intensité de la concurrence à l'intérieur du secteur. Alors rapidement, ce qu'on appelle un secteur, les entreprises qui sont en concurrence sur ce secteur, ce sont des entreprises qui proposent des produits ou des services qui sont dits fortement substituables. Autrement dit, qu'on peut remplacer les uns par les autres. On prenait l'exemple des fast-foods. Je peux aller chez McDonald's, je peux aller chez Quick. On parlait des smartphones, je peux acheter un iPhone ou un Samsung Galaxy. De quoi va dépendre l'intensité de la concurrence dans le secteur? Elle va d'abord dépendre du nombre de concurrents, de ce que l'on appelle en économie la forme du marché. L'idée est que plus les concurrents sont nombreux sur le marché, plus l'intensité concurrentielle va être forte. En conséquence, si une entreprise arrive sur un marché où beaucoup d'acteurs interviennent déjà, il sera plus difficile pour elle d'être compétitive. Deuxième facteur qui va influencer l'intensité concurrentielle, c'est la croissance du secteur. Si un secteur est en croissance, ça signifie que finalement, tous les acteurs du secteur, tous les concurrents, vont bénéficier d'un chiffre d'affaires plus important. Pourquoi? Eh bien, si l'an dernier, on vendait 100 000 produits et que cette année, on vend 110 000 ou 115 000 produits, il est clair que tous les acteurs peuvent en bénéficier. A l'inverse, si le secteur stagne, ou pire, si le secteur est en décroissance, alors, à ce moment-là, l'intensité concurrentielle sera plus forte. Troisième facteur d'influence, les capacités de différenciation du produit. Plus je suis capable de fabriquer un produit
différent des autres, plus d'une certaine façon, je peux m'éloigner de la concurrence frontale. A l'inverse, s'il n'est pas possible de me différencier, je vais être obligé d'être en concurrence directe et totale avec mes concurrents. Prenons deux marchés opposés. Le premier marché, c'est celui des lunettes, des montures de lunettes. On se rend compte que énormément de gens portent des lunettes et pour autant, très peu de gens portent les mêmes montures de lunettes. On se rend donc compte qu'il s'agit d'un secteur dans lequel les capacités de différenciation sont très importantes. A l'inverse, le secteur de l'essence. Lorsque je vais acheter de l'essence pour ma voiture, toutes les essences se ressemblent. Évidemment, les acteurs du secteur vont essayer, grâce à des politiques marketing, de faire penser aux consommateurs que les qualités d'essence sont foncièrement différentes. Pour autant, lorsque on n'a plus d'essence dans son véhicule, on ne va pas choisir d'aller dans une station essence particulière parce qu'on sait que toutes les stations essence fournissent un produit fortement substituable. Enfin, dernier facteur influençant l'intensité de la concurrence à l'intérieur du secteur, il s'agit de l'existence de barrières en sortie. Qu'appelle-t-on des barrières en sortie? Eh bien, ce sont des caractéristiques qui font qu'une entreprise qui intervient dans un marché ne peut pas le quitter facilement. Alors pourquoi ne peut-elle pas le quitter? Par exemple, parce qu'il existe des contrats qui lient cette entreprise à ses clients, qui lient cette entreprise à ce secteur. Si, par exemple, je me suis engagé à fournir un produit dans une qualité donnée, pour un montant donné, pour un volume donné, je ne peux pas sortir du secteur, ou si je choisis de sortir du secteur, cela va me coûter des pénalités très importantes. Donc, dans ce cas-là, je suis confronté à des barrières en sortie. Bien évidemment, l'existence de barrières en sortie va augmenter l'intensité concurrentielle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je ne peux pas m'échapper. Et si je ne peux pas m'échapper, il faut que je reste en concurrence et il faut que je me batte. Autrement dit, que j'essaye de continuer à être compétitif, de continuer à me battre contre mes concurrents. Deuxième force, ou troisième, de la concurrence, le pouvoir de négociation des clients. Qu'est-ce que cela signifie, le pouvoir de négociation des clients? Eh bien, si mes clients ont un pouvoir de négociation, cela signifie qu'ils ont la capacité à modifier les règles de l'échange. Qu'appelle-t-on les règles de l'échange? Eh bien, le prix, mais pas seulement le prix. Ce peut être également les délais, les services, la façon dont je paye, etc., etc. L'idée générale est que plus un client va avoir de pouvoir de négociation sur moi, plus il sera difficile pour moi d'être compétitif. Prenons juste un premier exemple. Ce sont les entreprises de taille moyenne qui doivent distribuer leurs produits via les enseignes de la grande distribution. Les enseignes de grande distribution sont très puissantes. Elles ont donc un pouvoir de négociation important par rapport aux entreprises moyennes. De quoi dépend le pouvoir de négociation des clients? Il dépend d'abord de la part du produit ou du service fourni dans la prestation. Je m'explique. Si ce
que je vends à mon client est important pour lui, j'aurai d'une certaine façon un pouvoir de négociation sur lui. Si en revanche, ce que je lui fournis a peu d'importance pour lui, alors à ce moment-là, il pourra avoir un pouvoir de négociation sur moi. Supposons que je sois fleuriste et que j'ai deux fournisseurs, un fournisseur de fleurs, un fournisseur de papier, de ruban, etc. Il est clair que le fournisseur de fleurs a plus d'importance pour moi que le fournisseur de ruban ou de papier. De la même façon, si moi je suis en quelque sorte fournisseur de fleurs pour mon client fleuriste, j'aurai plus d'impact que si je suis son fournisseur de ruban ou de papier. Le deuxième facteur qui a de l'influence, c'est la capacité de différenciation. Autrement dit, quand mon client veut m'acheter quelque chose, si je ne peux pas me différencier des autres, il sera difficile pour moi d'avoir un pouvoir de négociation. A l'inverse, si il y a peu de capacité de différenciation sur mon secteur, mon client aura un pouvoir de négociation plus important. Le troisième facteur qui joue, très important, est la taille relative. Autrement dit, qui est la grosse entreprise, qui est la petite entreprise. Étant entendu que si mon client a une grosse entreprise et que moi-même je dispose ou je suis à la tête d'une petite entreprise, évidemment, mon client aura un fort pouvoir de négociation sur moi. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans un secteur dit en B2C, Business to Consumer, c'est-à-dire qui s'adresse à des clients particuliers, les clients particuliers ont peu de capacité de négociation. Il est important d'ailleurs de noter le point suivant. On entend souvent dire que les clients, en se mettant ensemble, pourraient avoir un pouvoir de négociation sur les entreprises. C'est la vision consumériste. Cette vision est certes importante, elle peut avoir des conséquences, mais ce sont des conséquences sur le moyen et long terme. Autrement dit, cette vision de consommateurs qui, en se mettant ensemble, pourraient faire évoluer les règles de l'échange, ne s'applique pas à des situations particulières. Pour considérer qu'un client a un pouvoir de négociation important, il faut se poser la question, est-ce que lorsque je suis en face de ce client et que je lui propose un prix, il est capable de me dire oui ou non? S'il est capable de me dire non, il a un pouvoir de négociation. S'il n'est pas capable de modifier ou de refuser les termes de l'échange, il n'a pas de pouvoir de négociation. Prenons un exemple. Lorsque je veux aller à Paris en venant de Marseille en avion, je vais m'adresser à Air France ou à d'autres compagnies aériennes. Évidemment, je peux essayer de faire jouer la concurrence, autrement dit de me demander si, en utilisant Ryanair, EasyJet, Air France ou d'autres compagnies, je vais trouver une offre plus intéressante. Mais en revanche, si je choisis de voyager par Air France, le prix du billet qui est affiché sera le prix du billet que je paierai. Autrement dit, sur cet acte de négociation précis, je n'ai pas de pouvoir de négociation par rapport à Air France. C'est la raison pour laquelle on considère habituellement qu'en B2C, sauf cas particulier, les clients ont peu de pouvoir. En revanche, si on intervient dans un secteur en B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, le pouvoir de négociation du client va être plus important. C'était l'exemple que nous prenions tout à l'heure de la distribution et du passage par la grande distribution. Lorsqu'une entreprise veut mettre
les produits ou ces produits à disposition des clients en passant par la grande distribution, elle sait qu'elle va devoir subir des coûts de négociation liés au fait que son client, la grande distribution, a un pouvoir de négociation fort. Troisième force de la concurrence, quatrième si on compte le macro-environnement, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'exact complémentaire du pouvoir de négociation des clients. Si pour un client, je suis son fournisseur, ça signifie que pour moi, naturellement, c'est un client. Donc autrement dit, les différents critères, les différents arguments que l'on a présentés lorsque l'on a étudié le pouvoir de négociation des clients, eh bien, on va naturellement les retrouver dans le pouvoir de négociation des fournisseurs. À commencer par la définition. Quand est-ce que l'on peut dire que les fournisseurs ont un pouvoir de négociation? Eh bien, quand les fournisseurs sont capables de modifier les règles de l'échange. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir sur le prix, mais également sur les délais, sur des services supplémentaires, etc. De quoi dépend le pouvoir de négociation des fournisseurs? Là aussi, il dépend des mêmes critères que ceux que nous avons vus dans le pouvoir de négociation des clients. Il dépend donc d'abord de la part du produit ou du service fourni dans la prestation. Autrement dit, si ce que mon fournisseur me vend est important pour moi, alors mon fournisseur va avoir un pouvoir de négociation. Si au contraire, ce que me vend mon fournisseur n'est pas très important pour mon produit, alors son pouvoir de négociation sera faible. Deuxième facteur, la capacité de différenciation. Si le marché de mon fournisseur est un marché dans lequel la capacité de différenciation est importante, alors je préférerai un fournisseur plutôt qu'un autre, parce que je jugerai que son produit est meilleur que celui de son concurrent, et dans ce cas-là, son pouvoir de négociation sera plus important. Troisième facteur, le nombre de concurrents, c'est-à-dire la forme du marché. Si j'ai beaucoup de fournisseurs, autrement dit, si sur le marché de fournisseurs, il y a beaucoup de concurrents, alors leur pouvoir de négociation sera faible ou très faible. En revanche, si j'ai peu de choix possibles, autrement dit, si j'ai un nombre de fournisseurs possibles faible, alors à ce moment-là, le pouvoir de négociation de ces fournisseurs sera plus important. Enfin, dernier facteur, la taille relative. Autrement dit, qui a une entreprise plus importante que l'autre. Si mon fournisseur a une entreprise importante et que moi-même j'ai une PME ou une TPE, une toute petite entreprise, alors à ce moment-là, son pouvoir de négociation sera important. A l'inverse, si mon entreprise est de taille importante et que mon fournisseur a une entreprise de taille plus modeste, alors j'aurai un pouvoir de négociation important sur ce fournisseur. L'avant-dernière force de la concurrence est ce que l'on appelle la menace de nouveaux entrants. La menace de nouveaux entrants, c'est l'apparition potentielle prochaine de nouveaux concurrents dans le secteur de mon entreprise. Autrement dit, des entreprises qui, pour l'instant, ne sont pas des concurrents, mais qui pourraient rapidement le devenir. De quoi dépend cette menace des nouveaux entrants? Elle dépend de l'existence et de la force de ce que l'on appelle les barrières à l'entrée.
autrement dit un certain nombre de caractéristiques qui vont faire qu'il va être difficile pour de nouveaux concurrents de pénétrer le marché. Quelles peuvent être ces barrières à l'entrée? Eh bien, ce peuvent être d'abord les économies d'échelle. Autrement dit, si dans le secteur, les entreprises présentes ont des capacités d'achat très importantes, autrement dit des conditions spécifiques avec leurs fournisseurs liées au fait qu'ils commandent dans des volumes très importants, il sera difficile pour moi, avec mon entreprise nouvelle, de disposer des mêmes conditions. Tout simplement parce que les volumes ne pourront pas être aussi importants tout de suite. Donc, lorsque je veux rentrer dans un secteur et que les concurrents actuels ont des économies d'échelle importantes, il y aura pour mon entreprise une barrière à l'entrée. Deuxième exemple, les besoins en capital. Je pourrais aujourd'hui me dire que le marché du pétrole, l'essence, est un marché très intéressant. Il y a énormément de véhicules qui roulent, énormément de véhicules qui ont besoin d'essence. Donc, si j'ai une entreprise, même de taille importante, je pourrais considérer que ce marché est intéressant. Mais je vais être confronté à un besoin en capital très important. C'est-à-dire que avant de pouvoir vendre le premier litre d'essence, il va falloir que j'ai des investissements très importants, sans doute trop importants. Quels investissements? Eh bien, il faudra d'abord que j'acquière des droits à pouvoir prospecter ou extraire du pétrole. Ensuite, il me faudra des plateformes pétrolières, puis une capacité à transporter ce pétrole. Il faudra que je dispose également de raffineries, c'est-à-dire d'usines capables de transformer le pétrole brut en essence. Enfin, il faudra que j'acquière un circuit de distribution important, des stations à essence. Et là aussi, j'aurai besoin d'investissements très importants. À l'arrivée, même si je peux considérer que dans l'absolu, le marché du pétrole ou le marché de l'essence est un marché intéressant, les investissements qui seraient nécessaires pour que je pénètre ce marché sont tellement importants que finalement, ce marché n'est pas intéressant. Autre exemple de barrière à l'entrée, ce que l'on appelle en anglais les switching costs, autrement dit les coûts de transformation. Dans un marché, si des clients sont habitués à utiliser un produit, si je leur propose un produit alternatif, il va falloir qu'ils fassent évoluer un certain nombre de choses pour eux. Il va falloir qu'ils transforment leur activité actuelle pour s'adapter à mon nouveau produit. Et parfois, ces switching costs sont tellement importants que finalement, ils rendent illusoire le fait de pénétrer ce nouveau secteur. On peut donner un exemple de switching cost, c'est le secteur de la banque. Lorsque je veux changer de banque, les démarches à entreprendre sont assez nombreuses. A fortiori, si je dispose d'un certain nombre de prélèvements automatiques, d'un certain nombre d'opérations automatiques. Je sais que si je veux changer de banque, il va falloir que je mène un certain nombre de démarches qui vont être longues, qui vont être compliquées et qui finalement font que même si il pourrait être intéressant de changer de banque, je ne vais pas le faire parce que je trouve que les coûts de transformation sont importants. Autre exemple de barrière à l'entrée, l'accès aux canaux de distribution. Lorsque je veux pénétrer un marché, il va falloir que je dispose de canaux de distribution. Mais si
les canaux actuels sont saturés par mes concurrents. Autrement dit, si mes concurrents disposent par exemple d'accords de distribution qui font que le distributeur n'a pas le droit d'avoir de nouveaux produits, eh bien, je ne pourrai pas pénétrer ce secteur parce que je n'aurai pas un accès privilégié ou même normal au circuit de distribution. Dernier exemple, je peux avoir des barrières à l'entrée si les produits que je propose sont de nature technologique. Dans ce cas-là, j'ai besoin de brevets, de droits, peut-être de subventions qui ne vont pas pouvoir me revenir parce que ces brevets sont déjà utilisés par des concurrents en place. Donc même si je juge que le marché est intéressant, je ne pourrai pas y entrer parce que je n'ai pas de brevet ou je n'ai pas, par exemple, d'emplacement. Prenons un exemple, les pharmacies. Si je veux créer une nouvelle pharmacie, il y a un certain nombre de règles administratives à respecter et si je ne dispose pas des emplacements nécessaires, je ne pourrai pas ouvrir une nouvelle pharmacie. Enfin, dernier facteur qui peut être susceptible de créer des barrières à l'entrée, la menace de représailles des entreprises qui sont déjà présentes dans le secteur. Ainsi, lorsque Free a voulu pénétrer le marché de la téléphonie mobile, il a été confronté à ce que l'on appelle des représailles de la part des concurrents en place. Représailles sous forme de lobby, c'est-à-dire de groupes de pression. Les concurrents en place ont dit « si Free arrive, nous allons être obligés de licencier ». Dernière force de la concurrence, la menace des produits de substitution. Qu'est-ce qu'un produit ou un service de substitution? Eh bien, il s'agit d'un produit qui a une fonction identique, mais une structure différente. Une fonction identique, cela signifie qu'il sert à la même chose, on peut l'utiliser de la même façon. En revanche, c'est un produit qui va être complètement différent. Exemple de produit de substitution, les lentilles par rapport aux lunettes. Lentilles et lunettes permettent de mieux voir, mais la structure de ces produits est différente. Autre exemple de produit de substitution, les placements immobiliers ou la bourse. Si j'ai une épargne à placer, je peux choisir de placer cette épargne en achetant des biens immobiliers ou alors en plaçant cet argent à la bourse. Là aussi, la fonction est identique, mais la structure est différente. De quoi va dépendre la menace de produits de substitution? Elle va dépendre d'abord de l'attractivité du secteur. Autrement dit, si le secteur est très attractif, très intéressant pour de nouveaux concurrents, il va y avoir une forte menace de produits de substitution. Parce que, comme le marché est attractif, les concurrents vont essayer d'inventer de nouveaux produits pour pouvoir pénétrer ce marché. Autre facteur, la disponibilité de la technologie. Dans les secteurs où la technologie est très importante, la menace de produits de substitution est forte. Pourquoi? Eh bien parce que la technologie va me permettre d'innover, d'inventer de nouveaux produits et donc de créer des produits de substitution aux produits actuels. On dit souvent que la menace des produits de substitution est la plus imprévisible. Pourquoi? Eh bien parce que, par définition, par nature, le produit
de substitution est différent des produits actuels. C'est l'exemple que l'on donne lorsque l'on compare l'électricité et les bougies. Finalement, lorsqu'on a inventé l'électricité, le but n'était pas de trouver une meilleure bougie. Au moment où l'électricité a été inventée, si j'étais fabricant de bougies, c'est une menace que je ne pouvais absolument pas prévoir parce que la structure du produit était complètement différente du produit que je proposais. Dernier point. Une fois que j'ai construit mon modèle des 5 plus une force de la concurrence, comment vais-je procéder? Eh bien, je vais me demander si dans chacune de ces forces, il existe des évolutions de l'environnement. Si ces évolutions sont favorables, je considérerai qu'il s'agit d'opportunités. Si au contraire ces évolutions me sont défavorables, je considérerai qu'il s'agit de menaces. Ce qui est important, c'est qu'il existe dans tous les secteurs un grand nombre peut-être d'opportunités et peut-être un grand nombre de menaces. Mais ce qui est important pour moi, c'est non seulement de découvrir ces opportunités et ces menaces, mais également de les classer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai découvert quelles sont les menaces et les opportunités, je dois me poser 2 questions supplémentaires. Quelles sont les opportunités ou les menaces qui vont arriver le plus vite? Premier point. Et deuxième point, quelles sont les menaces les plus graves, les plus sérieuses, celles contre lesquelles je dois agir le plus vite possible? Ou au contraire, quelles sont les opportunités les meilleures? Quelles sont les opportunités que je dois saisir immédiatement? Donc, le modèle des forces de la concurrence est un modèle très important parce qu'il me permet en quelque sorte de découvrir menaces et opportunités. Mais le fait de construire ce modèle n'est pas suffisant. Je dois également m'interroger sur le délai et sur l'importance des menaces et des opportunités auxquelles mon entreprise doit faire face. En conclusion, que peut-on dire du diagnostic externe? D'abord, il s'agit d'un processus difficile. Repérer les menaces, repérer les opportunités, cela nécessite du temps et nous ne disposons pas toujours de ce temps. En outre, il est nécessaire d'avoir une vision la plus large possible de l'environnement. Il ne faut pas s'intéresser simplement à son environnement proche, mais également à son environnement lointain. Exemple, si je fabrique des médicaments, je dois m'intéresser au vieillissement de la population, parce que je sais que la consommation de médicaments dépend de l'âge. Le deuxième point à noter est qu'il s'agit d'un processus subjectif. Autrement dit, 2 analystes qui s'intéresseraient au même secteur vont peut-être trouver des menaces différentes, des opportunités différentes, ou ils vont considérer que telle menace est plus grave qu'une autre, alors qu'un autre analyste considérera au contraire que telle menace est plus importante que la première. Un processus subjectif, un processus difficile, et surtout, c'est le dernier point, un processus qui est désynchronisé de l'action quotidienne. Cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie que lorsque on gère une entreprise, on est souvent soumis à ce que l'on appelle la dictature du court terme. Le court terme est le plus important. Je dois répondre à un client, je dois faire une facture, je dois embaucher un nouveau salarié, etc. Je suis donc en permanence guidé par les échéances proches. Or,
la phase de construction du diagnostic externe est une phase qui prend du temps. Je dois prendre le temps d'étudier les menaces et les opportunités. Et dans les entreprises, a fortiori les petites entreprises, les responsables de la stratégie, les dirigeants, n'ont pas toujours le temps nécessaire à investir le diagnostic, le temps nécessaire pour construire un diagnostic pertinent.